BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. C'est votre part hebdomadaire d'avenir pour faire de vous, oui, les témoins du monde qui se construit, des contemporains du futur. Bienvenue à tous, vos pros des cryptos. Chaque vendredi, nos talents non fongibles, nos NFT, rien qu'à nous, ils sont là. Charles-Aubert Couturier, bonjour Charles. Bonjour Guillaume. Bienvenue, membre de Blockchain Partner by KPMG. Et Owen Simonin, il est à la tête de Meria et sa chaîne YouTube Asher. Il nous accompagne encore ce vendredi. Bonjour Owen. Bonjour. Et ravi aussi de vous retrouver. Dans un instant, on parcourra l'ensemble des actus de cette dernière semaine crypto. Mais d'abord, 57 000 $, un peu plus de 57 000 pour le Bitcoin aujourd'hui. Xavier Fenot va nous dire ce qu'il pense du potentiel avenir du Bitcoin. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Associé chez Interactive Trading, c'est vrai que depuis des semaines, voire des mois, la tendance semble devenir linéaire sur le Bitcoin. Et pour certains même, le Bitcoin serait peut-être en train d'entrer même en tendance baissière. Est-ce que vous, Xavier, vous gardez malgré tout votre optimisme sur son potentiel ? C'est vrai qu'on a connu quand même plus dynamique sur le marché, c'est très mou depuis 6 mois, voire même on se lasse en fait avec des gros mouvements de va-et-vient. On l'a encore vu cet été. Mais oui, je préserve mon enthousiasme. Alors je vais vous donner 3 raisons principales. Alors déjà, c'est qu'on a eu cet été 2 mouvements de panique sur le marché au sens large. En fait, ce sont des spikes, des pics violents de volatilité, très rapides, très courts. On en a eu un au mois de juillet, un au mois d'août. Alors vous allez me dire, mais en quoi c'est positif ? Parce que le marché a tenu et même a relancé à la hausse rapidement. Ce qui peut montrer une certaine maturité du marché ou en tout cas que les acheteurs sont là pour absorber ces mouvements de baisse. Deuxième raison qui est liée à la première, c'est que ces 2 niveaux de prix où le marché a réagi cet été, il a à nouveau été testé il y a quelques jours et le marché est en train encore de relancer, preuve que on n'est pas en marché baissier parce que sinon on ferait des nouveaux plus bas à chaque fois. Et la dernière, peut-être la plus importante, on va s'enlever les œillères de ces 6 derniers mois. Prenons depuis octobre 2023, le début du bull run, on n'a pas retracé plus de 50% de cette phase de hausse, ce qui montre qu'on est toujours dans une tendance de fond, une tendance primaire haussière. Et ces 50% de retracement, c'est comme par hasard ces points bas qui ont été testés cet été avec ces spikes dont je vous ai parlé juste avant. Donc oui, je reste optimiste, même si on est d'accord qu'il va nous en falloir peut-être un petit peu plus pour nous convaincre qu'on repart en bull run. Alors pour ça, il faudra une rupture psychologique de marché, technique, avec une grosse impulsion haussière. Si on prend la capitalisation totale, ce serait au-dessus des 2200, 2300 milliards de dollars. Donc il va falloir être encore patient, travailler à court terme, plutôt acheter quand tout le monde panique à très court terme, on l'a vu tout à l'heure, alléger un peu quand ça reprend 20, 30, 40, 50%. C'est arrivé cet été, notamment sur certains alts. Et si on se focalise un petit peu plus précisément sur Bitcoin, alors c'est beaucoup plus simple évidemment d'être optimiste sur Bitcoin parce que lui, il est plus fort, même d'ailleurs vis-à-vis de l'Ether qui lui s'affaiblit. D'ailleurs, les deux sont vraiment en train de se décorréler. En tout cas, la force de Bitcoin augmente au fur et à mesure que le marché stagne. Donc oui, beaucoup plus optimiste sur Bitcoin parce qu'il tient en fait très facilement les 54 000 $ et il reprend à chaque fois qu'on revient sur cette zone 10 000 $ encore et encore. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui regardent un peu les graphiques, peuvent regarder la moyenne mobile à 50 semaines sur Bitcoin et sur toutes les autres crypto-monnaies, que ce soit les altcoins et même sur les capitalisations totales. C'est un bon point de repère de préservation de la tendance haussière. Donc oui, même si c'est lassant, vous l'avez dit, que ça risque d'ailleurs de stagner encore un moment et qu'on aimerait un Bitcoin enfin à 100 000 $, pour le moment, je reste toujours enthousiaste. Voilà, donc le Bitcoin qui, même s'il stagne, est en train de creuser un peu l'écart vis-à-vis des autres cryptos et notamment de l'Ether. C'est ce que vous nous disiez, Xavier. Ouais. Exactement. C'est une des grandes tendances à retenir pour cette rentrée. Xavier Fenot, Interactive Trading, qui nous accompagnera sur cette nouvelle saison. La 5e, mine de rien. Owen, vous étiez avec nous dès le début. 5e saison des pros des cryptos, donc, qui démarre. On va, cette semaine, dans ce nouvel épisode, parler des stablecoins. Les stablecoins stars de l'année 2024, ce sont en fait eux qui ont vu leur volume le plus exploser. On en parlera dans un instant au cœur des pros des cryptos. C'est peut-être aussi le signe d'une démocratisation de la DeFi, question qu'on abordera. Monero aussi au menu de la semaine, une brèche dans l'anonymat. Il semble que Chainalysis soit en mesure d'embriser effectivement l'anonymat, ce qui mettrait à mal les fondements même de Monero, détail à suivre. Enfin, on parlera, ça faisait longtemps, des devises numériques de banque centrale, et notamment le dollar numérique. L'État de Caroline du Nord aux États-Unis interdit les monnaies numériques de banque centrale. Elle interdit même l'ensemble des MNBC au-delà du seul dollar numérique, de quoi mettre le sujet aussi au cœur de la campagne présidentielle américaine. Ce sont les pros des cryptos, votre machine à concentrer l'essentiel. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Avec Charles et Owen pour nous accompagner. Merci messieurs d'avoir une nouvelle fois répondu à l'appel de BFM Crypto. Charles, on est ravis de vous retrouver. Owen était déjà là la semaine dernière, on sait qu'il est en forme, ça va, il montre ses couleurs, il montre son dynamisme chaque semaine. Mais Charles, on vous accueille un peu moins souvent, donc on est d'autant plus ravis de vous accueillir. Voilà. Merci. Bienvenue. Bienvenue. On salue Owen, bien sûr, qui a l'amitié et la fidélité de nous suivre, nous accompagner aussi très très régulièrement avec ses équipes chaque semaine chez Emeria. On va parler, d'autres choses que des ETF Bitcoin et Ethereum, parce que depuis quelques mois on parle que de ça. Non, on va parler de la vraie star de l'année, les stablecoins. Quand on regarde les flux entrants, sortants, il se trouve qu'on a des flux là sur les stablecoins qui battent des records en termes de volume. 2024 n'est pas l'année du Bitcoin ou de l'Ether, mais l'année des stablecoins, Charles. Moi, je suis plutôt d'accord en réalité avec cette affirmation. Pourquoi ? Parce que si on regarde un petit peu dans le détail, aujourd'hui, il y a 160. Pour rappel, juste le stablecoin, c'est un actif qui est adossé du coup au dollar ou à l'euro, donc qui est stable par rapport à une monnaie fiduciaire. Et aujourd'hui, si on regarde les volumes qui sont échangés, on arrive sur le seul mois d'août à, en tout cas sur les volumes affichés. Après, il faudrait retraiter un petit peu pour avoir un chiffre qui soit vraiment crédible. Mais on arrive à 1,5 trilliard de volume d'échange sur les stablecoins au seul mois d'août. Donc c'est absolument gigantesque. Plusieurs facteurs qui peuvent expliquer aujourd'hui cette très forte dynamique sur les stablecoins. D'une part, toujours en période de marché assez volatile ou en période de changement ou de renversement comme on a pu avoir pendant les derniers mois avec Bitcoin, derrière, ça offre des opportunités sur les stablecoins et c'est extrêmement utilisé aujourd'hui comme un actif finalement de règlement sur les infrastructures blockchain contre des crypto-monnaies. En revanche, ce que je trouve très intéressant, il y a un rapport de Visa qui vient de sortir à ce propos là juste hier sur justement les stablecoins avec des spécialistes du secteur qui sont interrogés là-dessus et qui montrent qu'en réalité c'est des nouveaux usages qui se développent avec les stablecoins. Aujourd'hui on va chercher des usages sur des zones géographiques qui ne sont pas forcément en Europe d'ailleurs ou aux US, mais beaucoup plus je pense à la Turquie, au Nigeria, au Brésil, où vont se développer pour les particuliers de l'achat, de la vente, de l'utilisation en fait de dollars au quotidien via les stablecoins. Et donc ça c'est vraiment des usages qui se développent énormément. La deuxième dynamique c'est les institutionnels qui vont l'utiliser comme un actif de règlement. On voit BlackRock qui finalement permet de revendre ses parts de fonds tokenisés en stablecoin. C'est marginal aujourd'hui, mais c'est ça qui crée la dynamique. Et le troisième facteur, je dirais, qui explique un peu cette dynamique sur le marché des stablecoins, c'est le cadre réglementaire, comme d'habitude. En Europe, il y a un cadre réglementaire, on voit à Dubaï, on voit à Hong Kong, à Singapour également que ça structure. Donc clairement, ça ouvre la voie à d'autres usages que purement sur de la DeFi. Et alors on a reçu cette semaine une question d'une auditrice qui s'appelle Carole. Elle est pour vous peut-être Owen cette question. Est-ce que l'explosion des volumes sur les stablecoins est le signe que la DeFi, que la finance décentralisée est en train de s'ancrer, de s'installer, de se démocratiser? Owen là-dessus, est-ce que vous avez un regard, un point de vue? C'est toujours très délicat, surtout dans une phase de marché où on sait que la plupart des gens qui sont sur les crypto-monnaies sont des investisseurs qui viennent chercher de la spéculation et dans une phase où on a du mal à savoir la direction que prend le marché. On le sait très bien, on parle d'un cycle, on parle d'un bear market, d'un bull run, sauf que le début d'année a été anormalement rapide, il y a eu une hausse virulente, notamment soutenu par les ETF et par le premier ETF sur Bitcoin. Et pour le coup, ça n'a pas forcément été accompagné par de nouveaux utilisateurs sur Bitcoin. D'ailleurs, il y a même certaines études qui se contredisent là-dessus. On en est à se demander, est-ce que c'est ça qui favorise l'adoption des nouveaux utilisateurs? Est-ce que c'est vraiment le prix? Ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas de lien direct entre la hausse de Bitcoin et son utilisation? Et on a des études qui, du coup, se contredisent. Par exemple, la Réserve fédérale de Philadelphie, qui, elle, explique que non, même s'il y a eu une hausse de Bitcoin de 2023 à 2024, on observe une baisse du taux d'adoption et d'utilisation de Bitcoin qui passerait de 24,7 à 14,7% des gens qui ont été sondés. Je rappelle que c'est du coup une population qui est bien différente d'autres études, comme par exemple s'opposent deux autres études, celle de la DAN en France, qui prouve qu'on est passé de 8% à 12% des Français qui détiennent de la crypto-monnaie, ou encore aux États-Unis Crypto.com, qui explique qu'on est passé de 580 millions de personnes qui détiennent de la crypto-monnaie contre 430 millions avant ça, c'est-à-dire une hausse de 34%. Donc c'est très délicat de pouvoir tout simplement donner une dynamique, ça semble être différent en fonction des populations qui sont sondées, également en fonction des tailles de portefeuille. Les petits porteurs ne semblent pas avoir les mêmes comportements que les plus gros, mais surtout, il semblerait en tout cas que sur une courte période de temps, la hausse ou la baisse du prix de Bitcoin ne viennent pas affecter significativement le nombre de personnes qui en détiennent, ou du moins son taux d'adoption global, c'est-à-dire le nombre de personnes qui en ont détenu ou alors l'utilisent fréquemment. C'est donc ce qui ressort de cette étude de la Fed de Philadelphie. L'évolution du prix ne serait pas la première motivation de ceux qui adoptent les cryptos. Alors ça tombe bien, c'est une question qu'on vous pose aussi chaque semaine. La question crypto qui claque sur BFM Business.
Et la question de la semaine, c'est de savoir pourquoi vous investissez en crypto. Vous tous qui nous suivez, on va vous la poser aussi, Charles et Owen, cette question. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Non mais les gens nous suivent aussi à la radio, il faut répondre, Charles. Oui. Bah moi je dis déjà on investit. Non mais je vous ai pas posé la question encore. Pardon. Vous êtes prêts ou pas ? Toujours prêt. Bah voilà. Je vous demande juste si vous êtes prêts. Toujours prêt. Et la question de la semaine, donc, on vous pose. Et vous, pourquoi investissez-vous en crypto ? Est-ce pour l'argent, la spéculation ? Est-ce pour la sécurité ? Est-ce pour l'anonymat, tiens, qu'offrent certaines cryptos ? Ou est-ce pour juste contredire vos parents ? Ça peut arriver. Je vous laisse un instant de réflexion. Owen, Charles, et vous allez pouvoir répondre. Vous tous qui nous suivez, n'hésitez pas aussi, cette question, on vous la pose sur notre fil X BFM Crypto. Charles, vous investissez pour contredire vos parents, c'est ce que vous commenciez à expliquer ? Ouais, exactement. Non, c'est moi je vais être très franc, très honnête. Oui. Sur le côté investissement, c'est pour l'argent, c'est pour le rendement, Ah. c'est pour la performance financière. Et l'autre aspect, c'est quand même, à titre personnel, je travaille dans l'écosystème. On investit toujours dans ce qu'on connaît, et donc moi, c'est ce que je connais, c'est les cryptos, donc j'investis là-dedans. Bon, bien joué. Jolie réponse. Owen, même question. Pourquoi avoir choisi d'investir un jour dans les cryptos ? Je vais détailler un tout petit peu ma réponse. Je suis rentré par la porte de la spéculation et c'est toujours ce que je recherche aujourd'hui, c'est de réaliser un profit. Évidemment, c'est la classe d'actifs que je connais le plus, donc je me tourne vers cette classe d'actifs-là. Mais je dois avouer quelque chose qui est devenu vrai avec le temps. Là où au début, ça me paraissait complexe et j'avais peur de maintenir trop de valeur sur la blockchain, aujourd'hui, plus j'étudie le système financier, plus j'étudie la monnaie, plus je suis tout simplement à l'aise et tranquille d'esprit d'avoir une grosse part de ce que je possède sur la blockchain. Ouais, deux réponses intéressantes, complémentaires, c'est le vécu de chacun. Alors on va regarder comment vous avez répondu, vous tous qui avez choisi effectivement de participer sur notre fil X BFM Crypto. Pourquoi ? Et vous, pourquoi investissez-vous en crypto ? À 67%, vous répondez que c'est pour l'argent, à 67%. À 16% seulement pour la sécurité. 12% d'entre vous avez choisi d'investir en crypto pour contredire vos parents, 12%, voilà, et 5% pour l'anonymat. Ils ont dit quoi ? Tiens, Owen, on va profiter de votre présence avec nous. Ils ont dit quoi, vos parents, le jour où vous leur avez annoncé vos coming out crypto, que vous investissiez à votre tour en crypto ? Comment ils ont réagi ? Alors c'était très délicat, moi j'étais étudiant et on avait un emprunt tout simplement pour pouvoir payer ses études, donc il a fallu que je justifie à mon père cette décision de tout arrêter pour le Bitcoin et pour ses investissements, mais comme il a commencé à en acheter très tôt suite à mes conseils, rapidement il a arrêté de remettre en question cette décision. Et vous, comment ils ont réagi, Charles, vos parents ? C'est pareil, très franchement, assez positivement, ils se sont dit je vais pouvoir m'exposer à cet actif-là sans me faire arnaquer, pour être très direct, parce qu'ils se disaient je vais pouvoir passer par un canal, quelqu'un qui connaît. Voilà. Eh oui, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Et vous, alors laissez-nous aussi vos arguments, votre vécu, votre témoignage aussi en commentaire sous la question qu'on vous pose aujourd'hui sur le fil X BFM Crypto. Mais c'est vrai que de plus en plus de Français adoptent les cryptos. Il y a quelques instants, Owen nous livrait quelques chiffres. On en a de nouveau une nouvelle étude sur le sujet avec des chiffres toujours plus impressionnants quand même, Charles, sur l'adoption du Bitcoin et des cryptos. Effectivement, alors ça c'est une étude de Gemini qui est une plateforme d'échange principalement basée aux US, même s'ils ont des activités maintenant aussi en Europe, et je pense dans d'autres zones géographiques, et qui a couvert... Alors moi, sur ces études-là, je m'intéresse toujours aussi à la partie méthodologique. C'est très important de voir comment ont été trouvés les chiffres, etc., parce que ça, c'est le premier facteur pour savoir si c'est crédible. Là, en l'occurrence, c'est sur 6000 personnes qui ont été interrogées sur 3 zones géographiques, enfin sur 3 pays, je crois, c'est les US, UK, France... Et il y avait Singapour, je crois, pour être très précis. Et pour parler de la France, Owen citait quelques chiffres il y a une minute. Là, ils affirment que 18% des Français détiennent aujourd'hui des cryptoactifs et que les détenteurs, de manière générale, montent jusqu'à 30% entre ceux qui en détiennent actuellement et qui en ont détenu auparavant. Donc voilà, on voit que c'est un peu au-dessus de, par exemple, les chiffres qu'on a trouvés dans l'étude qu'on fait avec l'ADAN et avec Ipsos chaque année, qui est plutôt de l'ordre de 12%, mais on est dans le même ordre de grandeur sur l'investissement. L'autre renseignement qui est assez intéressant, c'est que c'est des poches d'investissement qui restent sur des fourchettes entre 5 et 10% de l'épargne disponible. Donc on n'est pas sur des personnes qui mettent all-in toute leur épargne d'un coup sur Bitcoin, ce qui est très bien et ce qui est très positif, mais c'est juste pour rassurer toujours sur le profil des investisseurs en cryptoactifs. Et alors on a une autre étude qui nous montre que le nombre de millionnaires, voire de milliardaires en crypto, ce nombre est en train d'augmenter. Alors c'est intéressant, c'est un rapport du cabinet de conseil Enlen Partners sur les millionnaires et milliardaires en crypto. Est-ce qu'il y a de plus en plus de millionnaires et milliardaires et surtout, où est-ce qu'il y en a de plus en plus ?
Ouais, alors première chose déjà, ils sont millionnaires en crypto, donc ils sont millionnaires à aujourd'hui. Est-ce qu'ils le seront demain? On ne sait pas. On voit bien la volatilité des cours. L'autre chose, c'est qu'en fait, c'est assez logique finalement. Les cours ont doublé, donc le nombre de millionnaires en crypto a doublé. C'est à peu près ça le chiffre, puisqu'on arrive aujourd'hui à, ils estiment 170 000 millionnaires en crypto, et à peu près la moitié de ces millionnaires le sont en Bitcoin. Donc voilà les chiffres, et on monte jusqu'à 28, je crois, milliardaires en crypto. Donc voilà. Et sur les zones géographiques, pareil, ça c'est assez constant pour le coup d'une année sur l'autre quand je comparais par rapport à l'étude de l'année dernière. Et là, on voit que c'est des pays, on retombe sur le trio gagnant qui sont les Émirats Arabes Unis, Hong Kong et Singapour. Et juste derrière, qui viennent compléter le top 5, il y a les US et les UK qui sont également sur le podium. Voilà les grandes tendances, la carte mondiale des cryptos, des millionnaires et milliardaires également. L'adoption crypto qui monte en France avec ce chiffre, donc cette étude Gemini, 18% des Français désormais détiendraient des cryptos, effectivement. 67% d'entre vous à cette question qu'on vous pose, donc investissent en crypto pour l'argent. Au moins vous êtes franc et sincère. Seulement 5% choisissent d'investir en crypto pour l'anonymat. On va voir que l'anonymat c'est important, et quand il y a une perte d'anonymat, ça peut poser un vrai problème. Les investisseurs en crypto, c'est vrai, cherchent parfois l'anonymat, sauf que parfois il y a des brèches. On peut prendre l'exemple de Monero. Monero, on a dit, Christophe en régie, Monero, pas Bolero. Ah, pardon, désolé, je suis fan de Ravel, c'est pour ça. Ah, qui est fan de Ravel. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Monero, pas Bolero. Monero, donc, des failles sur l'anonymat, et ça, c'est pas drôle du tout. Pour les utilisateurs, on a vraiment à ON découvert des brèches dans l'anonymat de Monero? Alors, il semblerait, et c'est très important de mettre ça au conditionnel, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas de certitude. Et ce soupçon vient de certaines discussions qui viennent de Twitter et de membres qui communiqueraient en expliquant qu'ils ont réussi à mettre la main sur une vidéo de formation de Chainalysis qui expliquait comment est-ce qu'ils faisaient pour remonter et pour suivre certaines transactions de Monero. Alors pourquoi est-ce que ça pose autant de problèmes? Déjà parce que Monero, c'est un privacy coin, c'est-à-dire que la plupart des gens qui l'utilisent justement pour ce côté intraçable, pour à la fois ce respect de la vie privée, mais aussi cet anonymat, entre guillemets, complet. La particularité, c'est que on est certes sur un soupçon. Pour l'instant, personne n'a pris la parole, personne du côté des équipes de Monero, ni même personne d'officiel du côté de l'entreprise Chainalysis. Et il faut bien comprendre que Chainalysis, c'est un partenaire de conformité. Ils fournissent ce que l'on appelle un KYT, on appelle ça un KYT provider. C'est-à-dire que quand vous créez un compte dans une institution financière, vous devez remplir votre KYC, c'est-à-dire qui est-ce que vous êtes, pièce d'identité, justificatif de domicile, etc. Mais également, quand on a une institution crypto, vous devez respecter des obligations de suivi de flux. C'est-à-dire ce qu'on appelle du post-trade et du pré-trade, c'est-à-dire qu'avant que quelqu'un dépose de l'argent sur votre plateforme, vous devez vérifier l'origine des fonds qui arrivent et vous devez surveiller la destination des fonds quand ils quittent la plateforme. Grâce à certains outils de KYT, les plus connus sont Chainalysis ou encore ScoreChain, il y a également Elliptic, TRM, qui sont des outils de conformité qui permettent de suivre ces flux. En l'occurrence, même avec ces outils, on n'est théoriquement pas censé pouvoir suivre des transactions de Monero, de voir de qui elles partent et où est-ce qu'elles vont. Et il semblerait qu'il y aurait, en tout cas selon cette fameuse vidéo de formation, un moyen de suivre certaines transactions, notamment parce que Chainalysis déjà a réussi à tout simplement comprendre et interpréter un faisceau d'indices autour de ces transactions pour en comprendre la destination et l'origine, mais également parce qu'apparemment, ils auraient certains nœuds sur le réseau Monero, des nœuds qui auraient modifié leur code et qui du coup interpréteraient les nouvelles transactions qui s'inscrivent sur le réseau Monero en permettant d'obtenir plus d'informations et ainsi de suivre des transactions qui sont censées être normalement intraçables. On est sur de la spéculation, mais ça suffit à faire peur parce que c'est le gros de la proposition de valeur de la crypto-monnaie Monero en elle-même. Oui, c'est compliqué, effectivement. Ensuite, tout cela, évidemment, ce sont vos pros des cryptos. Chaque vendredi, l'essentiel de la semaine, concentré, condensé en une grosse vingtaine de minutes. Il faut aussi qu'on parle des fraudes crypto, parce qu'elles ont explosé l'an dernier, Owen, au point que, nous dit le FBI, plus de 5,5 milliards de dollars, 5,5 milliards ont été volés, dérobés aux Américains. Tout à fait. C'est pour ça justement que le FBI tire la sonnette d'alarme. Alors, ce n'est pas une surprise. C'est un nouveau secteur technologique lié directement à l'argent. Autant vous dire que c'est tout ce qu'il faut pour mettre l'arnaque parfait. Un petit peu comme au début d'Internet où on avait des sites Internet qui nous proposaient de gagner un iPhone sur un simple clic avant que les gens comprennent que c'était évidemment pas possible. Eh bien, dans les crypto-monnaies, c'est encore l'endroit parfait. Il y a beaucoup de nouveaux. C'est très compliqué. Il y a des gens qui espèrent gagner beaucoup d'argent. C'est parfait pour tisser une arnaque. Alors, on constate une augmentation de 45%, en tout cas selon le FBI, de ces pertes qui représentent 5,6 milliards de dollars.
45% de plus que l'année d'avant. Et c'est principalement des arnaques à l'investissement, donc de faux investissements, des entreprises qui vous proposent d'investir alors qu'en fait il n'en est rien et vous ne reverrez pas la couleur de votre argent, des fraudes, donc tout simplement des comptes qui sont détournés, voire des portefeuilles qui sont mal sécurisés, des personnes qui ne sont pas encore familiers avec les codes et les usages de la crypto-monnaie, qui ne sécurisent pas bien ce qu'on appelle par exemple une clé privée, le mot de passe pour accéder à ce portefeuille, et des gens qui se font tout simplement subtiliser leurs fonds. Cette question, tiens, un autre auditeur, il s'appelle Charles, comme vous Charles, ça tombe très bien. Cette question sur le fil XBFM Crypto, n'hésitez pas comme Charles à nous envoyer vos interrogations. Comment va Gary Gensler, nous demande Charles. Ça tombe très bien, le patron de la SEC fait l'objet à son tour d'une enquête. Oui, Gary Gensler fait l'objet d'une enquête, figurez-vous, du Congrès américain, rien que ça. J'allais dire la saga Gary Gensler continue, hein. Oui. Une rentrée peut-être un peu plus compliquée que prévu, ou en tout cas que ce qu'il anticipait. En effet, cette fois-ci, Gary Gensler n'est pas du côté de l'accusation, mais plutôt du côté des accusés, j'ai envie de dire, pour cette enquête qui a été lancée par des représentants du Congrès. Et qui finalement s'interroge sur quoi. Ça vient suite à des révélations publiques, en fait, des emails qui sont sortis, avec notamment, je l'ai noté pour pas me tromper, des propos concernant le docteur Zhu, qui a été embauché en tant que directeur de la division trading et marché de la SEC en 2021 et qui a écrit noir sur blanc dans un email. Est-ce que se situer du bon côté de l'échiquier politique, donc comprendre du côté des démocrates. Et donc à partir de ces révélations-là, les représentants du Congrès ont souhaité lancer une enquête et somment finalement la SEC de leur remettre tous les documents relatifs aux embauches de postes à responsabilité depuis 2021 concernant les embauches pour savoir s'il y a eu une influence ou pas par rapport aux orientations politiques de ses membres. Et encore un feuilleton à suivre alors. Exactement. Puisqu'on évoque Gary Gensler, il faut qu'on parle à nouveau de réglementation. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait. La réglementation qui reste un aléa pour beaucoup d'acteurs. Un exemple de plus, Tether, qui face aux incertitudes réglementaires choisit de se diversifier. Tether, Owen vient d'investir 100 millions de dollars dans l'agriculture. Eh bien, le pire, c'est que c'est surprenant, parce que Tether, c'est un stablecoin, et ils investissent du coup dans un domaine qui ne ressemble pas vraiment à leur domaine d'expertise, mais au contraire, ça paraît plutôt évident, ils cherchent à se diversifier. Déjà, c'est le leader incontesté des stablecoins, on parle de 70% de la valeur des stablecoins en circulation. Tether à eux seuls, 125 milliards de dollars de capitalisation. On parle d'un stablecoin qui n'a pas prévu de se réguler à l'Union européenne, il n'a pas prévu de se rendre conforme aux obligations que demande MiCA pour la régulation européenne. C'est un stablecoin qui se voit également potentiellement menacé aux États-Unis avec le retour de Circle soutenu par BlackRock, d'autres stablecoins qui naissent un peu partout et qui pourtant restent le leader. Et je le rappelle, ça paraît énorme, 100 millions de dollars d'investissement, mais pour Tether, ce n'est pas grand-chose. Rien que sur le premier semestre de 2024, ils ont fait 5,2 milliards de bénéfices. De bénéfices nets. Donc on ne parle même pas de revenus, on parle vraiment des bénéfices que l'entreprise a générés. Naturellement, ils renforcent leur position en Bitcoin, ils renforcent leur position en or également. Ils ont annoncé publiquement investir un demi-milliard de dollars pour devenir les plus gros mineurs de Bitcoin au monde et essayer d'atteindre 1% de la puissance de calcul et donc des nouveaux Bitcoins générés par le réseau. Et naturellement, ils expliquent que la Terre est, dans un objectif d'investissement long terme, un très bon actif, que ça a toujours permis de générer des rendements sur le long terme et que c'était très bien dans des périodes d'instabilité. Voilà pourquoi investir dans une société qui est cotée au Nasdaq, qui est leader dans la production de lait et de riz en Argentine d'ailleurs, à hauteur de 10% de ses actions. Quand Tether fait les choses, ils les font en grande pompe directement. Ça fait partie de leur stratégie de diversification et de stabilisation des finances de l'entreprise. Effectivement, et là on a un gros investissement annoncé, donc de 100 millions de dollars. Juste un mot, puisqu'on a promis d'en parler pendant le sommaire, sur les devises de banque centrale, les devises numériques, le dollar numérique notamment. On a eu cette annonce quand même cette semaine. Owen, on voudrait vous faire réagir. La Caroline du Nord, l'État américain, la Caroline du Nord choisit d'interdire ces devises numériques de banque centrale. C'est une décision du Sénat de Caroline du Nord. Est-ce qu'on a une explication ? Alors, il faut revenir un tout petit peu en arrière. La Chambre des représentants et une partie du Sénat avaient déjà voté pour interdire les MNBC, c'est-à-dire de peur qu'il y ait une violation de la vie privée des citoyens, mais également de la souveraineté de certaines de ces valeurs. Ils ont voté contre les tests, mais également le développement de monnaie numérique de banque centrale, ce que le gouverneur avait mis son veto. C'est-à-dire qu'ils avaient réussi, malgré tout, à faire en sorte que ce soit possible parce qu'il avait mis son veto pour empêcher cette interdiction au MNBC. La petite différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est le législateur de l'État qui vient d'annuler le veto du gouverneur en appliquant donc le fait que la Caroline du Nord ne pourra pas proposer de MNBC et les agences gouvernementales ne pourront pas l'accepter comme une monnaie légale.
Merci à nos pros des cryptos. Charles-Aubert Couturier, membre de Blockchain Partner par KPMG. Merci Charles d'être passé nous voir sur le plateau de BFM Business. Owen Simonin aussi, il est à la tête de Maria, sa chaîne YouTube Asher. Combien d'abonnés cette semaine? Nouveaux abonnés, Owen? On va vers les 690 000, je vais y arriver. Ah, on y va, on s'en approche, on n'en a jamais été si proche, ça monte, c'est mieux que l'inverse. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés, nous accompagner si souvent. Les pros des cryptos à retrouver bien sûr aussi sur notre chaîne YouTube tout au long du week-end BFM Crypto. BFM Business, BFM Crypto, les pros.